Durant la Seconde Guerre mondiale, une vingtaine de navires marchands suédois qui transportaient du minerai de fer vers l'Allemagne nazie furent coulés par des sous-marins alliés. Les forces armées suédoises durent rechercher de nouvelles stratégies pour suivre les mouvements des sous-marins. C'est vraiment le projet d'Isabelle au départ, ça c'est clair. Donc c'est elle qui a travaillé pendant 20 ans dans le tourisme. Moi je travaillais dans l'industrie. Et puis le jour où la Fondation de l'Archipel en fait a proposé ce lieu à des entrepreneurs, elle a regardé la spécification et donc toute sa spécification qu'elle avait faite, parce qu'elle a fait déjà un projet dans le détail pour gérer ce genre de structure, tout passait, tout correspondait effectivement à ses critères à elle, quoi. Oui, l'histoire de ce lieu, elle est particulière puisque il a été choisi en 1940 pour élever des phoques et les entraîner à repérer les sous-marins qui étaient sur la côte suédoise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un chercheur qui était psychologue et qui étudiait les comportements, qui était à l'université de Stockholm, qui pensait que élever des phoques, c'était aussi simple que d'élever un chien. Et donc il avait essayé et il était en cours d'élevage des phoques et l'armée suédoise l'a contacté et ils ont pu faire un contrat et travailler ensemble pendant 4 ans. Les journalistes et la population locale ont été informés que les travaux sur les phoques étaient effectués pour des raisons médicales. Ils ont trouvé ce lieu qui est naturellement comme une petite anse près de l'eau. Donc forcément, il y avait besoin d'eau. Et en fait, quand on arrive vers la station, il n'y a aucune chance qu'on imagine ce qui se passe de ce côté de la colline. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ce lieu. Ils ont construit un bassin pour les phoques et ils ont élevé les phoques et ils ont cherché des méthodes pour que les phoques soient capables de trouver des sous-marins sous l'eau. Cette vingtaine de phoques de différentes races et âges sont gardés dans cette crique profonde de l'archipel. Les phoques apprenaient à rechercher des torpilles et des sous-marins factices dans l'eau et recevaient en récompense jusqu'à 30 kg de harengs par jour et par animal. À l'apparition d'un périscope de simulation, les phoques étaient équipés d'un harnais tenant un petit grappin avec des crochets destinés à se fixer à la coque du sous-marin. Après accrochage du grappin, celui-ci libérait un flotteur relié par une corde au grappin qui remontait naturellement à la surface. Le flotteur contenait du carbure qui s'éclairait comme une torche au contact de l'eau, indiquant ainsi clairement la position du sous-marin attaché à l'autre bout de la ligne. Les phoques ont appris à écouter les sons sous-marins qu'ils perçoivent et localisent avec la plus grande facilité. Le navire Palmen, spécialement construit pour cette opération secrète, transportait les phoques en haute mer pour l'entraînement. En fond de navire, il y avait une ouverture avec un plan incliné où les phoques pouvaient être libérés et récupérés. Une fois que les phoques eurent terminé leur entraînement sur les mannequins, ils passèrent aux vrais sous-marins. Ces phoques étaient devenus si habiles qu'ils repéraient leur cible 19 fois sur 20. Ça s'est passé entre 1941 et 1945. Il y avait plus d'eau en 1940-45, puisque en Scandinavie, les terres ont été comprimées avec la glace il y a 10 000 ans. Et les terres remontent, ont commencé à... Quand la glace a fondu, les terres ont remonté et elles remontent toujours aujourd'hui. Donc c'est pour ça que
en 1940, il y avait de l'eau jusqu'au niveau du béton. Donc il y avait un peu plus d'espace et il y avait à peu près 20 phoques ici qui étaient entraînés. Cette personne, ce chercheur qui était psychologue, il vivait là avec sa femme et ils avaient un petit garçon qui avait 3 ans quand ils sont venus ici. Il y avait aussi quelques militaires qui étaient là pour travailler comme garde ou pour s'occuper des phoques. Et cette famille, en fait, a été incorporée au projet. Par exemple, la femme de Waldemar Fellenius, c'était elle qui s'occupait des petits phoques et de nourrir les petits phoques quand ils arrivaient et qu'ils avaient besoin de boire au biberon. Voilà, donc elle a été mise dans le projet. Leur fils, qui avait 3 ans, donc il était lui aussi caché et il n'avait pas d'accès à l'école ou à d'autres familles. Et donc, il raconte que ses camarades de jeu, c'était les phoques. Donc, et ses souvenirs, c'est qu'il nourrissait les phoques avec des poissons et que parfois, il tombait dans l'eau et il n'avait pas de gilet de sauvetage. Et donc, il raconte qu'on lui a raconté que c'était les phoques qui le sortaient de l'eau et qui le remettaient sur les pontons. En fait, on peut expliquer ça d'une façon, parce qu'il a élevé... ici, il y avait des phoques gris. Les petits des phoques naissent sur la glace et ils ont un poil blanc qui leur permet de se cacher sur la glace, où ils restent entre 4 et 6 semaines. Mais ce poil blanc, ce pelage blanc ne résiste pas à l'eau. Donc quand les bébés phoques tombent à l'eau, c'est leurs parents qui les repoussent sur la glace. Donc voilà, c'est une histoire qui est assez amusante de voir que ce petit garçon a été repoussé sur les pontons grâce à cet instinct des phoques qu'ils avaient gardé. En avril 1943, le plus talentueux des phoques, surnommé Pell, fut utilisé dans la recherche d'un sous-marin suédois qui avait coulé au large de Göteborg en rencontrant une mine allemande. Malheureusement, les tentatives de Pell furent infructueuses et l'équipage ne put être sauvé. Le phoque échoua dans ses recherches car il fut lâché au mauvais endroit, à plusieurs kilomètres du lieu de l'accident. Et ce fut le problème majeur de l'opération Palmen. Le rayon d'action des phoques était court et ils ne pouvaient rechercher de sous-marins que dans un périmètre limité. Pour qu'une action puisse réussir, les commandants de l'opération Palmen devaient avoir déjà une bonne idée de l'endroit où se trouvait le sous-marin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en revendiquant sa neutralité, la Suède a alimenté massivement en minerai de fer l'industrie militaire de l'Allemagne nazie. La guerre aurait-elle pris une autre tournure sans cet approvisionnement stratégique ?